problème de caméra. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alexandra Candela. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour ce nouveau Time to Talk présenté par la CPME. Donc, merci d'avoir pris 1 heure sur vos agendas de dirigeants pour participer à cet échange. Donc, la CPME 13, qu'est-ce que c'est? Donc, vous le savez, c'est l'organisation patronale dédiée exclusivement aux TPE et aux PME de notre territoire. Notre rôle est double, donc représenter les entreprises et les accompagner. Donc, nous travaillons chaque jour à vous apporter des solutions concrètes adaptées à vos réalités de terrain. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet stratégique pour toutes les entreprises et particulièrement les TPE et les PME. Donc, on est concerné. Donc, c'est la formation et le recrutement. Donc, et la question donc des adaptations pour les TPE et les PME. C'est clair pour tout le monde. Donc, pourquoi ce sujet est-il central? Parce que nous faisons tous, enfin en général, face à plusieurs transformations simultanées. Donc, un marché de l'emploi sous tension avec des difficultés de recrutement persistantes dans de nombreux secteurs. Donc, effectivement, on a aujourd'hui beaucoup de secteurs qui sont en tension, voire en forte tension. Une évolution rapide des compétences liées aux transitions numériques, écologiques et organisationnelles. Des attentes nouvelles des salariés en matière de parcours professionnel, de montée en compétences et de qualité de vie au travail. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui reviennent de manière systématique. Et pour les petites structures, donc l'absence fréquente de services RH dédiés, ce qui rend les enjeux encore plus complexes à piloter. Parce que là, effectivement, c'est externalisé. Donc, forcément, quand ce n'est pas géré en interne, parfois, il y a des choses qui se perdent un petit peu. Donc, aujourd'hui, recruter ne suffit plus, ça, on le sait. Il faut anticiper les besoins en compétences, adapter les profils, investir dans la formation et sécuriser l'intégration des collaborateurs. Aujourd'hui, l'intégration des collaborateurs, pareil, devient de plus en plus présente sur le marché du travail parce qu'on sait que un collaborateur qui est bien intégré, en général, reste plus longtemps sur le poste et en tout cas est mieux accompagné à son intégration. Donc, la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent, évidemment. Donc, des dispositifs d'accompagnement sont mobilisables, des partenaires sont présents sur le territoire, et ça, on le sait, il y en a beaucoup, donc plein de gens bienveillants. Et certaines démarches, parfois méconnues, peuvent transformer une difficulté de recrutement en opportunité de développement. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, même la formation, c'est un petit peu ça. Donc, l'objectif de ce Time to Talk est donc très concret. Donc, aujourd'hui, c'est vous aider à mieux comprendre les mutations actuelles du marché de l'emploi, identifier comment la formation peut devenir un levier de compétitivité et non une contrainte, et surtout, vous donner les clés opérationnelles pour passer à l'action. Donc, pour nous éclairer sur ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir donc Xavier Bory, qui est consultant relations entreprises de l'APEC. Oui, bonjour. Voilà, donc il nous a fait un petit coucou. Cyril Darche, donc, qui est chargé de mission à la direction territoriale des Bouches-du-Rhône de France Travail. Bonjour à tous. Christophe Vichot, qui est responsable de secteur Proman. Bonjour à tous et à toutes. Et un témoignage d'entreprise avec Lise Sulioli, directrice commerciale. Culioli, pardon, autant pour moi, Lise. Lise Culioli, directrice commerciale de CIRSA Group autour du programme Coup d'envoi pro porté par la CPME 13. Pardon, Lise. Pas de souci. Donc, nous allons donc commencer. Nous allons pour cela donc structurer cet échange en 3 temps. Donc, le premier temps sera tourné autour de la compréhension des mutations des compétences et des besoins en entreprise. Dans un deuxième temps, nous irons explorer la formation continue comme levier stratégique et pour finir, donc, identifier les dispositifs concrets pour sécuriser les recrutements. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à les noter au fur et à mesure des interventions et on gardera un temps d'échange à la fin
pour pouvoir répondre à ces questions. Alexandra, juste, je me permets, il y aura aussi Gézaël Cano, qui est le responsable formation au sein du groupe Proman, qui m'accompagne sur cette vidéo. Effectivement, merci Christophe de le préciser. Je ne l'avais pas noté sur mon petit papier. Donc, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Et donc, on va commencer par l'angle 1, donc comprendre les mutations des compétences et des besoins en entreprise. Donc, pour ce faire, on va donc se tourner vers Xavier Bory et on va donc aller lui poser la question. Donc, quelles sont les grandes tendances que vous observez aujourd'hui sur le marché de l'emploi pour les TPE et les PME et quelles compétences deviennent stratégiques ou difficiles à recruter à l'échelle nationale? Donc, l'objectif, c'est d'apporter une vision globale et des tendances concrètes pour aider les dirigeants à anticiper les évolutions futures. Oui, merci. Alors effectivement, bon, moi, mon focus, il va être plus sur l'emploi des cadres, puisque l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. On a un observatoire de l'emploi qui fournit beaucoup d'études sur ce sujet. Donc c'est vrai que voilà, j'aurai un petit peu ce prisme-là dans les chiffres et les constats que je vais vous présenter. Donc quand on regarde le marché de l'emploi cadre aujourd'hui, je dirais qu'il faut retenir trois grandes observations. Déjà, il y a un ralentissement conjoncturel. Il y a des tensions, malgré tout, du recrutement qui reste assez structurel. Et sur l'année à venir, des signaux qui sont plutôt positifs avec quelques signaux de reprise. Donc, ce qu'on constate, c'est que depuis 2 ans, le marché il a ralenti. Le marché de l'emploi cadre, en tout cas, a ralenti en 2024 et en 2025. Selon le dernier baromètre de l'APEC qui est sorti pour le premier trimestre 2026, les entreprises ont été moins nombreuses à recruter des cadres en 2025, notamment au 4e trimestre. Seulement 8% des entreprises ont recruté un cadre, ce qui est le niveau le plus bas depuis le début de la mesure. Ce ralentissement, il a été encore plus marqué dans les TPE, où la part des entreprises qui ont recruté un cadre, elle est tombée à seulement 2%, fin 2025. Donc finalement, aujourd'hui, les entreprises recrutent toujours, malgré tout, mais c'est avec davantage de prudence. On est clairement sorti de la période forte, de forte tension post-Covid, où tout le monde recrutait en même temps, ce qui a donné d'ailleurs, sur les années de 2021 à 2023, des niveaux records de recrutement de cadres. Donc là, ça s'est ralenti, mais ça continue quand même à recruter. Et même malgré ce ralentissement, il y a quand même des tensions sur les recrutements. Les tensions sur les compétences restent fortes. Ça n'a pas supprimé, malgré tout, les difficultés de recrutement. En 2025, 47% des entreprises qui ont recruté des cadres déclarent que ça a quand même été difficile. D'accord ? Donc, ces difficultés, bien sûr, elles ne sont pas les mêmes suivant les métiers, les secteurs d'activité qui sont concernés. D'accord ? Bien sûr, suivant le type de poste qu'on va rechercher, suivant le secteur d'activité dans lequel on est, on va avoir plus ou moins de difficultés. Et on distingue 5 grandes tendances. La première, c'est que certains métiers concentrent une grande partie des recrutements. On a mené une étude qui est sortie là en 2026 sur les métiers porteurs et on identifie ce qu'on appelle les métiers poids lourds du recrutement cadre. Ce sont les métiers qui génèrent le plus d'offres. Et les 10 principaux métiers qui recrutent représentent à eux seuls 23% de toutes les offres cadres qui sont publiées sur apec.fr. Donc pour vous donner quelques idées, les métiers qui recrutent les plus, ce sont pour les postes de comptable, les postes de chargé d'affaires, donc plutôt sur la fonction commerciale, les postes de développeur informatique et les postes de conducteur de travaux. D'accord, donc ça c'est vraiment les 4 fonctions qui recrutent sur lesquelles on recrute le plus en 2025 et a priori ça va être le cas ici également en 2026. Donc première réalité pour les dirigeants, c'est que le recrutement il reste très concentré sur quelques fonctions clés de l'entreprise. Donc ça va être développer le business, piloter les projets, maîtriser les finances et transformer les systèmes d'information. D'accord, donc c'est vraiment sur ces 4 dimensions-là que finalement on va avoir des difficultés et des enjeux stratégiques aussi à recruter. Une deuxième tendance qui ressort aussi, c'est que la digitalisation continue à tirer le marché de l'emploi. Les métiers de l'informatique restent parmi les plus demandés. Donc tout ce qui est poste de développeur, chef de projet informatique, c'est 2 métiers qui à eux seuls représentent 5% de toutes les offres cadres qui sont publiées sur apec.fr. Une deuxième grosse tendance qui se confirme, c'est la montée des métiers de la donnée. Le poste de data ingénieur, par exemple, progresse de 10%, donc 10% d'offres en plus en 2025 sur ce type de poste-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les entreprises doivent aujourd'hui structurer leurs données, exploiter l'intelligence artificielle,
améliorer la prise de décision. Donc la data, elle devient vraiment une compétence qui est stratégique pour toutes les entreprises. Et c'est le cas même également pour qu'on soit une grande entreprise ou aussi une PME au niveau industriel ou commercial. Une troisième tendance qui se dégage également, c'est que l'ingénierie et la construction sont tirées par les transitions. Donc un autre secteur qui est très dynamique, c'est l'ingénierie et le BTP. Donc les postes de conducteurs de travaux, de directeurs de travaux, d'économistes de la construction sont des postes sur lesquels il y a des fortes demandes également, puisqu'ils sont tirés par les transformations de la rénovation des infrastructures, les investissements publics et européens et la transition écologique. Donc cette transformation environnementale, elle crée aussi des nouveaux besoins en termes de compétences techniques. Et enfin, quatrième tendance, c'est que la fonction commerciale reste centrale. C'est un point important pour les PME, avoir le business, les affaires qui rentrent, le chiffre d'affaires. Donc la fonction commerciale marketing, elle représente 21% de l'emploi cadre en France. En début 2025, les entreprises prévoyaient de recruter près de 53 000 cadres dans ces métiers, soit 18% des intentions d'embauche. Donc les postes qui sont les plus recherchés, donc chargés d'affaires, commercial, technico-commercial. Donc, parce que finalement, dans beaucoup d'entreprises, la première compétence stratégique reste la capacité à développer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Cinquième tendance qui se démarque, mais qui va peut-être un petit peu moins vous toucher, vous intéresser, mais ça reste une tendance globale, c'est la montée des secteurs de la santé et du médico-social, qui est un secteur qui a de plus en plus de postes à pourvoir et qui est en forte tension, puisqu'il y a aussi beaucoup de difficultés à recruter sur ces postes-là, parce qu'il y a une très forte spécificité de par forcément les formations qui sont demandées. Et c'est des secteurs sur lesquels on devrait continuer à recruter dans les années à venir. Donc voilà les grandes tendances qui sortent, mais la vraie transformation, elle va concerner les compétences. C'est-à-dire qu'au-delà des métiers, ce qui change le plus aujourd'hui, ce sont les compétences qui sont attendues. Les entreprises, elles vont rechercher évidemment des compétences techniques, une maîtrise des outils numériques, mais ce qui monte de plus en plus et ce qui est de plus en plus évalué, c'est la maîtrise des soft skills, des compétences comportementales. Donc celles qui sont le plus recherchées et attendues, c'est la capacité à travailler en équipe, la communication, la résolution de problèmes, la capacité d'adaptation, la polyvalence et la capacité à travailler en mode projet. Donc ces soft skills, elles deviennent presque aussi importantes aujourd'hui que l'expertise technique, puisque ces expertises techniques, ces compétences techniques, etc., sont de plus en plus rapidement obsolètes. Et il faut s'assurer qu'on mise sur des candidats, des personnes qui ont les compétences comportementales pour s'adapter rapidement à ces environnements changeants, à acquérir des nouvelles compétences également. Très bien. Voilà, Alexandra. Vous voulez aller sur autre chose? Non, voilà, c'était simplement dire que le problème des entreprises, c'est pas non plus aujourd'hui simplement de recruter, mais c'est de recruter les bonnes compétences au bon moment. Et c'est pour ça que les pratiques de recrutement, elles évoluent beaucoup aussi. Aujourd'hui, on le verra tout à l'heure. Tout à fait. Non, mais tout à fait, je vous rejoins. On se rejoint, je pense, un petit peu tous sur ce sujet. Et donc, vient le moment donc, de m'adresser à Cyril Darche et de lui poser justement en fonction des compétences. Donc, quels sont les principaux freins au développement des compétences et à l'adaptation aux besoins des entreprises sur notre territoire? Et comment ces réalités locales impactent-elles les TPE et les PME? Eh bien, je ne vais pas reprendre les éléments qu'a donné M. Bory, mais on a à peu près la même analyse, marché cadre d'un côté et marché global de l'autre, puisque nous, France Travail, on a l'intégralité des offres qui sont déposées, toute qualification confondue. On a effectivement un tassement assez important du recueil de l'offre d'emploi, mais qui correspond à peu près au tassement de la déclaration unique à l'embauche. Ça suit à peu près la même veine. Et en même temps, on a un chômage qui a augmenté ces derniers temps, mais un peu moins que sur la France de façon générale. Ça s'est plus tassé chez nous. Souvent un effet qu'on constate dans les Bouches-du-Rhône, un peu un effet retard sur ces dynamiques. Alors moi, de toute façon, je vais répondre de façon un peu générale, mais quand vous me dites les principaux freins au développement, en fait, le marché de l'emploi, c'est un marché comme tous les autres marchés, c'est l'offre et la demande. Vous l'avez très bien dit, Monsieur Bory, quand il y a un peu d'offres d'emploi et beaucoup de demandeurs d'emploi, c'est les offreurs qui ont le pouvoir et qui ont le pouvoir de choisir. Et quand on est dans une situation inverse, un peu de demandeurs d'emploi et beaucoup d'offres, c'est l'inverse, c'est le demandeur d'emploi. Enfin, en tout cas, c'est
possible, potentiel futur salarié qui peut décider. Alors ça, on le voit dans certains secteurs. On a parlé des secteurs en tension, mais les secteurs en tension aujourd'hui sont les mêmes que depuis un certain nombre d'années, hein. C'est le BTP, hôtellerie-restauration, services à la personne, santé, industrie, hein, de façon un peu générale. Comme on peut le voir souvent, des métiers manuels qui sont peut-être dévalorisés, et se pose bien sûr la question de la formation initiale et de la formation continue, et aussi la question de l'orientation. On n'a pas assez formé de personnes dans ces secteurs-là, et aujourd'hui on connaît des pénuries. C'est particulièrement marquant sur le territoire des Bouches-du-Rhône, sur le secteur industriel, sur le territoire de Provence, hein, c'est-à-dire Provence pour nous, c'est tout ce qui est Bouches-du-Rhône hors Marseille. Et puis sur Marseille, c'est particulièrement prégnant sur des secteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, hôtellerie, restauration, santé sociale. Et on pourrait rajouter sur l'ensemble du territoire, sur le BTP, le transport et certains métiers de l'agriculture agroalimentaire. On a, nous, une enquête qui s'appelle l'enquête BMO, besoin de main-d'œuvre. Cette enquête, elle est publiée tous les ans et elle montre une tendance des entreprises. Alors, c'est pas sur du recrutement, sur des potentialités de recrutement et sur est-ce que l'employeur estime que le recrutement va être difficile ou pas difficile. Donc, vous voyez, c'est à la fois du quantitatif sur le volume de recrutement et à la fois sur le qualitatif, sur est-ce que j'estime que mon recrutement va être difficile. Et on voit bien sur ces enquêtes BMO que les secteurs dont j'ai parlé concentrent le maximum de, de, de difficultés. Donc, ces difficultés, on le sait bien, hein, elles impactent la santé des entreprises, la capacité à grandir, voire parfois la capacité à continuer à exister. Et donc la question, c'est qui va en parallèle, c'est comment on rend ces métiers plus attractifs. Comment on fait pour recruter autrement. France Travail développe des outils qu'on appelle les outils du recruter autrement. On a parlé des soft skills, hein, donc on parle, nous, notamment de la méthode de recrutement par simulation qui permet de distinguer des habiletés. Alors les habiletés, c'est un ensemble de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, en dehors des diplômes, en dehors de l'expérience. Cette méthode, elle est déjà ancienne maintenant, mais elle fonctionne très bien. On a aussi dans la même veine ce qu'on appelle des ateliers de détection de potentiel, c'est-à-dire qu'un employeur va venir parler à des demandeurs d'emploi de son métier, puis après il y a des tests, des espèces de mini-tests qui permettent de distinguer l'habileté de la personne potentiellement à exercer ce type d'activité. Donc, il y a cette question du recruter autrement qui permet de se dire, bah, je dois voir mon recrutement autrement, parce qu'autrement, soit je ne vais pas y arriver. Vous avez parlé, Alexandra, de la question de la période d'adaptation, comment est-ce qu'on accueille un collaborateur. On déploie aussi à France Travail tout un arsenal d'outils sur la marque employeur. Alors, on parle beaucoup de marque employeur pour les grosses boîtes, bien sûr, mais aujourd'hui, même une PME, elle peut s'interroger sur est-ce que je suis attractive au niveau du marché de l'emploi. Et on a un certain nombre de petits clignotants qui permettent à un conseiller à France Travail de dire à un employeur, attention, vu le niveau de poste que vous demandez, vu le niveau de qualification que vous demandez, vu les compétences et soft skills que vous demandez, peut-être que le niveau de salaire il n'est pas adapté ou peut-être que le diplôme il est trop important. Voilà, marque employeur d'un côté et puis recruter autrement pour voir le recrutement d'une autre façon et donner plus de chance à des candidats qu'on n'aurait pas reçus par ailleurs en temps normal. Et puis, excusez-moi, dernier frein très vite, ben, c'est le frein budgétaire, hein. On appartient au secteur public, on a des budgets aujourd'hui qui sont plutôt en baisse, notamment au niveau de la formation, et on essaie de compenser avec ce qu'on appelle les préparations opérationnelles à l'emploi, mais j'y reviendrai plus tard. Merci. Mais effectivement, les POE, donc les préparations opérationnelles à l'emploi, fonctionnent très bien, les MRS aussi. Moi qui suis sur le terrain aussi, c'est vraiment des méthodes qui ont été testées et approuvées et qui aujourd'hui font beaucoup de bien aux nouvelles méthodes de recrutement. Moi-même, j'anime des POE, donc je sais exactement de quoi je parle. Et ça nous permet vraiment de travailler au plus près des candidats et de les aider, vraiment de les accompagner à mieux valoriser les compétences qui sont très utiles et qui ont aussi notamment été citées par Xavier tout à l'heure. Je me permets donc d'aller vers Christophe et Gézaël, donc pour aborder
pour aborder un peu des exemples concrets issus du terrain et inspirer et nous donner un peu d'inspiration. Donc, Christophe et Gézaël. Oui. Donc, du point de vue des entreprises que vous accompagnez, quelles mutations observez-vous dans les compétences recherchées et les besoins des TPE-PME? Et comment celles-ci s'adaptent-elles concrètement? Est-ce que ma question est claire? Oui. Alors la formation continue devient un véritable levier de performance pour les TPE et les PME lorsqu'elle est pensée comme un outil de gestion de compétences. Elle est simple à activer et directement connectée aux enjeux du terrain. La formation permet d'anticiper l'évolution des métiers, numérisation, réglementation, les nouveaux outils, puisque le 2.0 est notre quotidien, tout en renforçant la motivation et la fidélisation des collaborateurs. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis Covid, nous constatons que l'engagement et l'implication au travail n'est plus considéré de la même manière par les salariés, et notamment pour les nouvelles générations. Donc, ça, c'est un constat. Ainsi, les entreprises se voient dans l'obligation de s'adapter. On s'aperçoit que l'employeur doit être agile pour répondre aux attentes des candidats et collaborateurs. Donc, des compétences comportementales sur le savoir-être, les formations au savoir-être, et non plus uniquement des montées en compétences métiers. Le savoir-être aujourd'hui est un peu ce qu'on entend au quotidien de la part des PME et TPE, même au niveau des grands groupes. Ils ne sont pas épargnés non plus. Donc le constat, c'est quoi? C'est une perte de compétences liée aux formations initiales non adaptées et puis aussi aux filières éducation nationale qui sont abandonnées malheureusement. Et la pyramide des âges aussi, selon les métiers, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des collaborateurs qui sont vers la sortie la sortie ou plutôt la fin de carrière. Et du coup, il faut se poser les bonnes questions. Et l'attractivité des métiers aussi. L'industrie et le bâtiment, c'est vrai que ça fait pas forcément, c'est pas attractif pour des jeunes candidats. Et aussi, ce dont on s'est aperçu, c'est que le tutorat est de plus en plus difficile par manque de reconnaissance, que ce soit au niveau des tutorés et des tuteurs. Concrètement, il y a plusieurs leviers opérationnels qui peuvent être activés et là, je laisse Gézaël prendre la main pour vous donner cinq leviers réels qu'on a pu identifier. Oui, en effet, nous faisons le même constat que Cyril et Xavier. Il y a en effet, Xavier a mis le doigt sur ce constat-là qui est plutôt, de mon point de vue et de notre point de vue, important. On parlait de perte de compétences, mais on parle de perte de compétences à la fois sur le geste professionnel, ça c'est une chose, mais on parle aussi de perte de compétences sur les compétences comportementales. Donc Christophe l'a abordé, notre capacité à accompagner l'ensemble des entreprises avec lesquelles on travaille, voire les prospects, sur de la co-construction par rapport aux compétences comportementales, mais aussi à la montée en compétences sur le geste professionnel. Ça, on pourra y revenir un peu plus tard. Nous, notre métier, c'est ce que je disais en préambule, c'est la capacité, et c'est en lien avec le sujet, c'est recruter et former. Nous, notre métier, c'est de mettre à disposition des compétences dès lors qu'elles sont disponibles. Lorsqu'elles ne sont pas disponibles, on va les construire. On va les construire par de la formation. On va travailler à la fois sur des contenus pédagogiques adaptés. Donc, on essaye systématiquement de former et de construire des formations qui sont au plus près du travail que vous rencontrez, messieurs, dames, chefs d'entreprise. Et on va travailler sur... alors, vous savez, on a dans la formation professionnelle pour adultes des termes qui peuvent être un peu barbares. Là, on va parler de multimodalité.
Donc, on est capable de travailler à la fois et de construire des contenus pédagogiques en classe virtuelle, en dématérialisé, en face-à-face pédagogique. Ça, encore une fois, on le construit et on le co-construit avec les entreprises que nous accompagnons, ainsi que les organismes de formation partenaires avec lesquels nous sommes amenés à travailler. On va s'appuyer sur des dispositifs qui sont simples, finançables et financés. Alors, Cyril en a parlé, Alexandra est revenue dessus. Nous, on a capacité à financer de la formation avec notre OPCO, qui est entre autres notre financeur, pour être assez didactique, mais on travaille aussi sur des actions de formation qui sont cofinancées avec France Travail ou d'autres partenaires, les régions, les FSE. Donc ça, c'est un travail d'accompagnement des entreprises sur le financement possible d'actions de formation. Pour qu'une action de formation elle soit réussie, il faut que tout le monde soit impliqué. Alors, on parle d'implication et c'est pour ça qu'on parle de co-construction, c'est-à-dire que tout le monde, dès le départ d'un projet de formation, soit lié à la fois le candidat, l'entreprise partenaire, l'organisme de formation et l'entreprise que nous représentons avec Christophe. Ça fait beaucoup de monde, mais en l'occurrence, si tout le monde est lié dès le départ, ça permet d'accéder plus facilement à la réussite et il faut aussi impliquer les managers de proximité dans les entreprises, en les aidant à identifier les besoins de terrain. Et ça permet en effet d'augmenter la productivité et ce n'est plus une contrainte. Ensuite, on peut aussi envisager de construire des parcours d'évolution et d'accompagner, c'est ce que nous faisons, d'accompagner nos collaborateurs intérimaires sur toute leur vie professionnelle. Donc, par la capacité à financer de la formation obligatoire, code du travail, mais de la formation métier et de la montée en compétences. Et ensuite, ce qui est très important, c'est cette capacité à mesurer les effets sur la performance. Je pense que ce sont des choses qui vous parlent. Un collaborateur que l'on forme, il faut être en capacité de mesurer sa performance post-formation. Post-formation à 6 mois, après on peut ritualiser tout ça, à 6 mois, 1 an, à 2 ans. Mais c'est ce que nous faisons avec l'ensemble des entreprises que nous accompagnons. Mais cette démarche-là ne doit pas non plus complexifier la démarche de montée en compétences métiers avec trop d'outils. Donc les outils, c'est très bien, mais encore une fois, il faut qu'ils soient performants eux aussi et plutôt didactiques. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cet angle 1, Alexandra et messieurs, dames. Bah, très bien, Gézaël. Du coup, ça nous a permis de basculer directement donc, sur l'angle 2 qui concernait vraiment clairement la formation continue et donc qui est un levier de compétitivité pour les TPE, les PME. Donc, on sent, Gézaël, que c'est un sujet qui vous touche et auquel vous êtes complètement sensible et où vous avez les connaissances. Donc, du coup, merci pour ces partages. Donc, là, on a pu joindre aussi bien les mutations que la prochaine question qui était comment la formation continue peut-elle devenir un levier concret de performance pour les TPE, les PME, notamment pour accompagner l'évolution des métiers et fidéliser les collaborateurs. Donc, je pense que du coup, la Gézaël nous a un petit peu répondu aussi à cette question au passage. Si vous êtes d'accord, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a des questions ? Ou est-ce qu'on avance justement sur ces sujets? Parce que c'est vrai que Gézaël a pu répondre un peu à ces deux questions en même temps. C'est OK pour tout le monde? On avance? Oui, oui. Alors, du coup, je vais m'adresser donc à Xavier, donc pour parler toujours cette fois-ci de la formation continue. Et donc, Xavier, donc, quelles nouvelles approches peuvent aider pour vous, selon vous, les TPE et PME à recruter et fidéliser leurs talents, même sans service RH dédié? Oui, effectivement, c'est vrai que quand on échange avec des dirigeants de PME, on entend souvent, voilà, nous on n'a pas de service RH, on n'a pas les moyens des grands groupes. Mais en réalité, les PME ont aussi des cartes qui sont fortes à jouer et plusieurs pratiques qui fonctionnent particulièrement bien. Donc, Gézaël en a parlé, il y a la question de la mobilité interne, qui est un levier qui est souvent sous-estimé
par les entreprises. Quand on parle de recrutement, on pense souvent immédiatement à l'extérieur, à un recrutement externe. Mais dans beaucoup de cas, les compétences, elles sont déjà dans l'entreprise. Chaque année en France, environ 80 000 salariés deviennent cadres via une promotion interne. Donc, concrètement, près d'un de vos cadres sur 3, il n'est pas recruté, il est promu, tout simplement, au sein de son entreprise. Donc, autrement dit, la promotion interne, elle est déjà un mode d'accès majeur au statut cadre. Et ce levier, il est souvent très pertinent pour les PME. Pourquoi? Parce que la personne, elle connaît déjà l'entreprise, elle connaît déjà les clients, elle connaît déjà la culture et les process. Donc le risque d'erreur de recrutement, il est déjà beaucoup plus faible. Et c'est aussi un puissant levier de fidélisation. Vous en parliez aussi dans la question, il y a d'attirer des candidats, mais il y a aussi de conserver les meilleurs talents. Donc c'est un levier de fidélisation qui est très intéressant, puisque quand les collaborateurs voient qu'il est possible d'évoluer dans l'entreprise, ça va changer aussi complètement leur projection. Ils vont pouvoir se projeter sur du plus long terme au sein de votre entreprise. Mais ça a été abordé, c'est ce qui va être approfondi par mes camarades tout à l'heure, c'est que ça suppose d'accompagner la transition. D'accord? Évidemment, promouvoir quelqu'un, ça ne suffit pas. Passer d'expert technique, par exemple, à cadre ou à manager, c'est un vrai changement de posture. Donc, on va demander à la personne peut-être de piloter des projets, parfois de manager une équipe, de prendre plus de décisions. Et c'est pour ça que l'accompagnement, il est vraiment essentiel. Donc, par de la formation, on l'a vu, on va le voir, je pense, ça va être développé par la suite, par du mentorat. Il peut y avoir aussi de l'accompagnement managérial. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être mises en place et qui doivent même être mises en place pour que ces actions de mobilité interne, pour pouvoir les postes, soient finalement une réussite. Oui, Donc ça avec de permet. l'accompagnement, de la formation, voilà, on peut obtenir d'excellents résultats. Donc ça, c'est une première approche pour essayer de trouver les compétences sur lesquelles on a du mal à retrouver. Une autre chose qui est possible, c'est d'élargir les profils. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont parfois recherchent un profil type, etc. Ça commence un petit peu à changer. Il y a des entreprises qui recrutent différemment qu'il y a 10 ans. Elles sont de plus en plus nombreuses et heureusement à assouplir les critères, regarder les compétences qui sont transférables, accepter une montée en compétences après l'embauche. Parce que sinon, on peut attendre parfois le mouton à 5 pattes pendant 6 mois, 1 an, et ça peut durer parfois très longtemps. Donc, souvent, ce profil parfait, il n'existe pas. Donc, il faut mettre en œuvre les choses possibles, s'ouvrir à de nouveaux profils pour trouver ces compétences. On peut aussi s'ouvrir à des profils en reconversion, par exemple. C'est un phénomène qui est très fort aujourd'hui. Les carrières, elles sont plus linéaires, elles deviennent beaucoup plus mobiles. Les cadres changent de métier plus facilement qu'avant. On voit par exemple des ingénieurs passer dans le conseil, des commerciaux changer de secteur, des chefs de projet évoluer vers des fonctions managériales. Donc pour les entreprises, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faut savoir recruter une compétence et pas forcément un parcours parfait. D'accord? Donc se dire aussi qu'on peut s'ouvrir à des profils qui sont un petit peu atypiques. Il y a des profils qui sont à la base pas forcément dans le scope. Si on s'ouvre par exemple à des profils qui sont plus juniors, des jeunes diplômés, ou à des profils au contraire qui sont plutôt seniors, plutôt proches de alors proche de la retraite, c'est de plus en plus tard, mais qui De sont la sortie. au-delà de Voilà. 55 ans, c'est s'ouvrir une partie aussi très importante du marché, car ce sont des profils qui ont le plus de difficultés à retrouver un emploi quand ils se retrouvent en recherche d'emploi. Donc finalement, s'ouvrir aussi à ces profils-là, c'est s'ouvrir à un potentiel de candidats, de nombre de candidats, qui est très important, et lever ces stéréotypes sur ces profils, car ils sont un vivier important de compétences. C'est quelque chose qui va vous permettre, en l'accompagnant, comme sur la mobilité interne, sur de la formation, de l'accompagnement, ça peut vous aider à lever aussi certaines difficultés de recrutement. Un autre levier, donc là on n'est plus forcément sur la recherche de profil, mais sur la manière de trouver les candidats pour une PME, ce qui fonctionne très bien, c'est d'activer son réseau. Le réseau, ça reste un levier extrêmement puissant pour trouver des candidats. Une étude qui a été menée à nouveau par APEC montre que plus d'un 4 sur 2 a déjà trouvé un emploi grâce à son réseau. Pour les PME, c'est une vraie force parce que le dirigeant il peut mobiliser ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs, ses collaborateurs également, avec de la cooptation par exemple. Parfois, le meilleur recrutement, il va commencer autour d'un café ou la participation sur un événement professionnel. Voilà, quand on parle, quand on dit qu'on a des besoins, c'est aussi des manières de trouver des candidats. Et dernier levier qui peut être activé, ça a été
abordé par Cyril tout à l'heure, c'est l'attractivité de l'entreprise, de la PME, en parlant notamment de la marque employeur. Voilà, beaucoup de dirigeants pensent que les cadres, ils veulent absolument aller dans les grands groupes, ou que eux sont des PME, ils n'ont pas les moyens pour communiquer, se faire connaître, se rendre visible. Mais c'est pas toujours vrai, pardon. Il y a beaucoup de cadres qui recherchent aujourd'hui plus d'autonomie, plus de sens, plus de proximité avec la direction. Et là-dessus, les PME, elles ont souvent un avantage énorme et elles ont la possibilité finalement de le rendre visible. Il faut communiquer aussi dessus. Dans une PME, on n'est pas un numéro, hein, on voit directement l'impact de son travail. Et ça, c'est vraiment des arguments qui sont à faire valoir auprès des cadres, mais pas seulement auprès de tous les candidats, parce que c'est quelque chose qui va compter énormément. Donc investir aussi sur cette visibilité, montrer qui on est, quelles sont nos valeurs, comment on fonctionne au sein de notre entreprise. C'est des choses qui vont vous permettre de vous démarquer, de vous rendre visible et de donner aussi envie à des candidats de venir vous rejoindre. Tout à fait, tout à fait. Et vous faites bien d'insister sur l'histoire de la marque employeur. Et moi, je me permets quand même d'ajouter un petit mot. Il faut vraiment aujourd'hui que la marque employeur ne soit pas une image de marque, mais une réalité aussi qui colle à la vie en entreprise. Parce que aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a parfois des décalages qui créent aussi finalement un éloignement plutôt que de créer un rapprochement entre les candidats et l'entreprise, alors que ça part de quelque chose de très positif. Donc, il faut vraiment que les deux correspondent, en fait. C'est un peu comme le candidat et l'offre d'emploi. Bon, après, c'est un peu comme la liste au Père Noël parfois, mais voilà, il faut vraiment faire en sorte que le matching marche le mieux possible. Et en termes de candidats et d'entreprise, tout le monde s'y retrouve parce que finalement, personne ne se ment. On va au plus proche de la vérité et ce qui crée un peu moins de surprises et un peu moins de départs par la suite. Je ne sais pas si vous en pensez la même chose, mais en général, sur le terrain, c'est un petit peu ce que je reçois aussi comme retour. Donc, je me permets donc de m'adresser donc à Cyril. Donc, pour vous demander aujourd'hui quels sont les dispositifs de formation continue ou de montée en compétences. Le réseau d'accompagnement des acteurs pour l'emploi met-il à disposition pour renforcer la compétitivité des entreprises et sécuriser des parcours professionnels? Est-ce qu'elle était claire, ma question? Quel dispositif de... Ouais, elle est très claire, elle est très claire. Elle est vaste. Elle est vaste. Peut-être qu'elle n'est pas si claire que ça. Non, elle est très claire. Elle est vaste, hein, la question elle est vaste, la question de la formation. Elle est large. Oui. Non, mais je vais essayer de faire court justement. Moi, j'ai entendu quelque chose qui m'a interpellé, c'est l'idée de se dire les PME souvent n'ont pas de service RH, existant comme dans une grosse boîte. Et nous, justement, France Travail, notre ambition, c'est un peu, on dit, d'être le DRH de ceux qui n'en ont pas, d'aider les petites entreprises en devenant leur DRH, donc en les accompagnant dans leur processus de recrutement. Alors, sur la question, ça on en a parlé sur la marque employeur ou sur le recruter autrement. Et puis, bien sûr, la formation professionnelle continue, c'est une part importante. Il faut savoir que PACA, c'est la seule région en France où France Travail achète de la formation de façon massive, puisque normalement, c'est une prérogative du conseil régional. En PACA, la situation est un peu différente. On continue à acheter de la formation avec le conseil régional, bien sûr, avec les conseils départementaux également et avec d'autres partenaires. On a créé pour ça ce qu'on appelle des comités d'expression de besoins. On réunit les partenaires, les OPCO, les fédérations, les branches, et on essaie de voir ensemble justement comment les métiers évoluent, quels sont les besoins d'aujourd'hui, les besoins de demain pour adapter nos achats. On essaie de ne pas acheter des formations qui vont aboutir à un échec. Aujourd'hui, sur les formations qu'on achète, les formations, je parle formation théorique, hors formation en emploi, on est à peu près à 60-65% de taux de placement. Donc c'est bien, hein, ça veut dire que les 2 tiers des personnes conformes trouvent un emploi, mais à contrario, ça veut dire qu'un tiers ne trouve pas. Parce que les métiers évoluent très vite, parce que la demande d'emploi peut être volatile, parce que les offres d'emploi ne sont pas forcément toujours très structurées et très solides, et donc il y a des choses qui n'arrivent pas jusqu'au bout de l'emploi. Ce qui arrive le plus jusqu'au bout de l'emploi définitif, c'est bien les PE, les préparations opérationnelles à l'emploi, où là, pour le coup, on est sur des taux de placement d'environ 80-85%, parce que c'est l'employeur qui va décider, qui va dire, moi, voilà, ce dont j'ai besoin, c'est ça, cette personne,
moi, il me manque tel module pour qu'il soit au niveau de compétence dont j'ai besoin, et ben, il va être formé chez l'employeur et ou dans un organisme de formation. Ça peut être une formation mixte, hein, tutorat d'un côté et organisme de formation de l'autre. Et on fait un bilan à la fin. La personne, donc, elle est stagiaire de la formation professionnelle pendant son action de formation. Donc, elle n'est pas rémunérée par l'employeur. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de charge. Et c'est une rémunération qui est liée à son statut de stagiaire de la formation professionnelle. Et en plus, France Travail prend en charge le coût de la formation quand il y a un coût externe. Et ça, le taux de réussite est d'environ 80-85% parce qu'on part vraiment du besoin de l'employeur qu'on adapte à un candidat que l'employeur a trouvé ou qu'on lui a proposé. Donc voilà un peu les deux grands volets, sachant aussi, il ne faut pas oublier, dans ce que j'ai dit sur les achats de formation, qu'on achète aussi des formations pour des publics très éloignés de l'emploi, des gens peu diplômés, avec parfois chômage de longue durée, parfois habitants des QPV, donc qui ont vraiment des marqueurs importants d'éloignement de l'emploi, et que forcément le taux de placement, il est un peu moins important. Et enfin, dernière chose, pour parler de l'offre publique de formation, on va aussi chercher des financements de formation chez d'autres acteurs, notamment l'Europe via le FSE. On a notamment ce qu'on appelle le Fonds de transition juste, qui permet de financer des formations par le biais de l'Europe pour des secteurs en transformation, la métallurgie, la chimie, des secteurs qui sont en diversification, des secteurs qui connaissent des transitions écologiques. Donc voilà, ça permet aussi d'acheter spécifiquement des formations pour ces secteurs qui sont en forte transformation. On a acheté, je crois, une soixantaine d'actions l'an dernier. On est en train de déployer à grande échelle, massivement, des achats de formation pour répondre aux besoins des entreprises qui sont dans cette dynamique de transformation et de diversification. Ok. Voilà. Donc, beaucoup de perspectives sur la formation qui est un véritable levier, effectivement, Véritable levier. pour les recrutements. Absolument. Donc, il nous reste un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc, je me permets d'aller vers le troisième angle, donc, qui est se lancer et mobiliser les dispositifs d'accompagnement, parce que, effectivement, ils existent. Donc, aujourd'hui, donc Xavier, pour vous poser la question à vous, comment un dirigeant peut-il s'appuyer sur l'APEC pour sécuriser ses recrutements et intégrer de nouvelles compétences dans son entreprise, selon vous, selon l'APEC? Oui. Donc, beaucoup de dirigeants connaissent l'APEC, mais surtout comme un site d'offre d'emploi pour les cadres, comme un job board. Mais en réalité, c'est seulement une partie de ce qu'on fait. Notre mission elle est beaucoup plus large. Notre but, c'est vraiment d'aider les entreprises à recruter, attirer, développer les compétences, donc les compétences cadres spécifiquement. Et pour ça, on a en gros 3 modalités d'accompagnement qui sont très simples d'accès. Déjà, il y a les outils qui sont en libre accès sur notre site. Donc effectivement, il y a la diffusion des offres d'emploi, la CVTech, et après un certain nombre d'outils comme un simulateur de salaire, simulateur d'entretien de recrutement, des outils d'analyse des métiers et des compétences. Il y a les études dont je vous ai parlé, qui sont également en libre accès. L'objectif, c'est de permettre aux dirigeants de prendre des décisions RH qui sont plus éclairées, d'accord, et ça, de le faire de manière assez autonome. Et ensuite, on a des manières de vous accompagner, donc par du collectif, donc c'est des ateliers collectifs pour les entreprises. Donc c'est plutôt des web ateliers en général qui durent 1h30, et on en a sur chaque étape du process de recrutement. On en a donc sur la rédaction d'une offre d'emploi, sur comment mener les entretiens, comment travailler sur sa marque employeur, comment intégrer les nouveaux collaborateurs, rechercher des profils dans la CVTech, etc. Donc on en a 6 ou 7 comme ça qui permettent de monter en compétences finalement sur ces différents aspects du recrutement. Ils sont très concrets et opérationnels et permettent d'échanger aussi entre dirigeants, entre RH qui sont confrontés aux mêmes problématiques. D'accord ? Donc pour les PME, c'est aussi une première étape pour structurer leur pratique RH. Donc ça, ces inscriptions, elles se font directement sur apec.fr. Une fois que vous avez créé votre compte recruteur, il vous suffit d'un SIRET pour créer votre compte entreprise. Ensuite, votre mail et votre nom pour créer votre compte recruteur et vous avez accès gratuitement à tous nos services. Donc ça, c'est pour les ateliers. Et ensuite, il y a un accompagnement individuel avec un consultant APEC. On va intervenir à 2 niveaux, donc dans 2 situations principales. Donc il y a un besoin immédiat de recrutement.
Donc j'ai vraiment un besoin, et là je peux être accompagné par un conseiller pour clarifier mon besoin, rédiger et diffuser une offre qui soit attractive, et avoir une présélection de candidats. C'est-à-dire que le conseiller ne va vous faire suivre que les candidatures qui correspondent vraiment à vos critères, à vos besoins en recrutement. Ça vous fait gagner beaucoup de temps là-dessus, puisqu'il y a une présélection, un pré-tri, et au contraire, s'il y a peu de candidats, le conseiller va pouvoir aller dans la CVTech de l'APEC pour faire la promotion de votre offre, aller essayer de toucher des candidats qui ont leur CV en ligne, mais qui ne se sont pas encore forcément positionnés sur l'annonce. Donc là, c'est vraiment un gain de temps très important pour l'entreprise. Et dernière possibilité d'accompagnement, c'est prendre un petit peu de hauteur, réfléchir à une stratégie de recrutement. L'entreprise, elle n'a pas forcément un recrutement immédiat, mais elle veut prendre du recul sur sa stratégie, sa visibilité. Là, on peut travailler ensemble sur la stratégie de sourcing, la mise en place d'un process de recrutement, travailler sur son attractivité. On parlait de la marque employeur tout à l'heure. On peut vous aider aussi à travailler sur ces choses-là, voir comment fidéliser les talents ou comment travailler sur la gestion des compétences en interne. Donc, comment identifier les compétences dont je vais avoir besoin pour bien identifier, bien calibrer son besoin et ensuite passer dans l'opérationnalité. Donc, ça, c'est des rendez-vous qui sont en individuel, un ou plusieurs rendez-vous avec un consultant. Et enfin, dernière chose qu'on fait, donc on accompagne les entreprises. Ce pourquoi on est le plus connu aussi, c'est d'accompagner les cadres qui sont en poste ou en recherche d'emploi. Donc, de plus en plus, on crée des événements de mise en relation, donc des job dating, des focus métiers, des focus secteurs d'activité, pour permettre la rencontre justement entre les cadres qu'on accompagne et les entreprises qu'on accompagne. Donc le prochain, c'est Talentel, par exemple, qui a lieu jeudi, le 12 mars, sur l'emploi au féminin, avec un job dating avec une vingtaine d'entreprises et de partenaires qui seront là pour présenter leurs opportunités d'emploi, leurs actions, un public féminin. Voilà, on en a comme ça tout au long de l'année, avec en général, c'est des thématiques, soit par secteur d'activité, soit par typologie de public. Et voilà, donc tous nos services sont accessibles directement sur apec.fr et préfinancés par les cotisations à caisse de retraite cadre, donc gratuit. Pour ainsi dire, il n'y a rien à débourser de plus. Très bien, merci beaucoup pour Voilà. cette information et pour nous donner l'endroit où aller chercher cet accompagnement, effectivement, qui est très important. Donc Cyril, maintenant je vais vous poser la question à vous. Comment pour vous faciliter l'inscription et l'accès des entreprises aux dispositifs territoriaux, et quels interlocuteurs mobiliser pour gagner du temps et de l'efficacité, en plus de l'APEC? Eh bien, on parlait de marque employeur. Eh bien, France Travail a aussi créé sa marque employeur pour les professionnels, donc pour les employeurs, qui s'appelle France Travail Pro. France Travail Pro, c'est le service qui est dédié aux employeurs. Il faut savoir que dans les Bouches-du-Rhône, il y a 23 agences, il y a entre 200 230 conseillers qui sont spécialisés dans le service aux entreprises, ce qu'on appelle des conseillers dédiés à l'entreprise. Alors bien sûr, il y a la possibilité de rencontrer physiquement ou par téléphone son conseiller. On a élargi les plages de contact avec les agences. Aujourd'hui, on peut appeler jusqu'à 20h le 39 95, y compris le samedi. Donc, vous voyez, ça permet aussi d'avoir un accès à nos services étendus. Et puis, on peut bien sûr aussi utiliser des services digitaux en termes de dépôt d'offres, en termes de recherche de solutions. Nous avons créé aussi sur les territoires des teams entreprises dans le cadre de la loi plein emploi avec nos partenaires. Mission locale, Cap Emploi, les chambres consulaires, les associations du type les entreprises s'engagent, les fédérations d'employeurs, et ces teams entreprises vont au-devant des entreprises, vont prospecter les entreprises et essayer justement de chercher à placer les demandeurs d'emploi, à satisfaire les besoins des employeurs. Et puis dans l'offre digitale, aujourd'hui, notamment, l'immersion professionnelle fonctionne via une plateforme qui s'appelle Immersion Facilité, qui est vraiment d'un accès hyper simple. En 3 clics, on inscrit son entreprise sur cette plateforme et on peut avoir accès à des candidats qui cherchent une immersion professionnelle. Les POE également se font de façon dématérialisée. Et puis enfin, je termine par là, on garde des services traditionnels, bien sûr, en dehors de ce que j'ai dit sur le contact avec son conseiller et la recherche du candidat. On développe aussi des actions qui étaient jusqu'à présent classiques, de genre des forums, des job dating, et qui aussi deviennent aujourd'hui du recruter autrement. Le meilleur exemple, ce sont les stades vers l'emploi. Les stades vers l'emploi,
Ce sont des actions assez originales qui se développent un peu partout sur le territoire et qui permettent en fait le matin de faire une rencontre sportive entre des entreprises et des demandeurs d'emploi. On ne sait pas qui est qui. Personne ne sait qui est son voisin à côté de lui sur un terrain de volley, un terrain de foot, un terrain de rugby ou même un terrain de pétanque ou un terrain de ping-pong. On ne sait pas qui est qui. Et il y a ensuite un repas et il y a ensuite un job dating où les gens découvrent finalement qui était l'employeur et qui étaient les demandeurs d'emploi. Et ça aussi, ce sont des actions qui marchent formidablement bien parce qu'on casse les codes. On casse le traditionnel CV, lettre de motivation, et on change la représentation que les employeurs ont des demandeurs d'emploi, mais aussi que les demandeurs d'emploi ont des employeurs. Ce sont de belles rencontres, ce sont de belles surprises. Et voilà, ce sont des actions qui fonctionnent très bien. Et je me permets de rebondir sur ça parce que vous voyez que je rigole un petit peu vraiment fièrement depuis quelques instants parce que je suis justement la chargée relations entreprises qui est donc impulsée la première pétanque de l'emploi à Marseille avec le France Travail Cap Pinède. Et effectivement, déjà humainement, ça a été une véritable mais vraiment une véritable réussite, et professionnellement également, parce qu'on a eu un taux de retour à l'emploi qui était assez extraordinaire. Oui, et vraiment réussite sur tous les plans. Et c'est d'ailleurs moi ce qui a un peu également impulsé la création de mon entreprise à moi, où on recrute justement différemment. Voilà, on peut le faire tout à fait sérieusement, même en s'amusant, mais en se rencontrant déjà, parce qu'on est avant tout humain, et se rencontrer humainement, réellement, peut créer des opportunités. Donc, je vous rejoins tous autant que vous êtes. Je vais maintenant laisser la parole enfin à Lise. Et donc, je vais poser la question donc à Lise. Vous m'entendez, Lise? Oui, tout à fait, je suis là. Alors, je finirai avec Proman parce qu'ils sont deux, donc du coup, voilà, je ne voulais pas terminer avec vous, Lise. Donc voilà, donc aujourd'hui, Lise, pouvez-vous partager votre expérience avec le programme Coup d'envoi pro de la CPME 13? Comment le bénéficiaire formé a été recruté et intégré dans votre entreprise dans un premier temps, et quel impact cela a eu sur votre activité? Alors, juste pour rappel, donc, je suis Lise Cuglioli, je suis directrice commerciale et associée dans le groupe Circa. Et pour aujourd'hui, je vous parlais de Circa Sécurité, donc qui est une entreprise de sécurité privée spécialisée en événementiel sportif. Donc, on intervient au circuit Paul Ricard, au Spartiate à Marseille au hockey, sur le festival d'Aix-en-Provence. Donc, on est vraiment spécialisé dans l'événementiel. Et on a donc eu l'opportunité d'avoir le CV donc d'une salariée maintenant. Il me semble que c'est via la mission locale, mais il faudrait que je vérifie avec mes équipes. Et on nous a proposé ce coup d'envoi pro, ce coup de pouce en fait pour pouvoir avoir donc Magali sur plusieurs événements. Pour vérifier sa motivation, voir si elle entrait bien dans notre culture d'entreprise, parce qu'étant une PME, enfin TPE, PME, effectivement, chez nous, la culture d'entreprise est très, très importante, puisqu'on a besoin d'agents. C'est un métier sous tension aujourd'hui, on a du mal à recruter. Donc, on a vraiment besoin d'agents qui vont faire le job et qui ne vont pas partir chez des plus gros parce qu'il y a 1 euro de plus ou des choses comme ça. C'est vraiment compliqué de garder nos bons agents. Donc, nous, on mise tout sur l'entreprise qui favorise la culture d'entreprise, l'engagement. Voilà, si on s'engage avec nous, on a des avantages que peut-être dans les grands groupes, effectivement, on n'a pas. Donc, j'ai moi-même ma carte professionnelle d'agent de sécurité. Donc, je suis sur les événements avec. Donc, c'est vrai que ça crée une proximité qui fait que les agents restent. Et donc là, on a donc pu, pas tester, mais du moins profiter de la formation de Magali, là, vous voir si elle s'entendait bien avec nos équipes. Et aujourd'hui, elle intervient régulièrement sur nos événements. Donc, ça nous aide parce que déjà, on nous a proposé quelqu'un de formé, quelqu'un qui avait un peu d'expérience, mais peut-être pas d'événementiel. Donc, on a pu voir si le métier événementiel pouvait convenir à cette personne, ce qui a été le cas. Donc, très, très content, et puis à refaire bien volontiers avec d'autres salariés.
Merci beaucoup pour ce témoignage, effectivement, Lise. Et puis cette réussite par rapport à Magali, c'est ça? C'est ça, Magali, oui. Donc, félicitations à Magali également parce qu'elle s'est engagée pleinement et aujourd'hui, on voit le résultat donc, à travers vos témoignages. Donc, merci beaucoup, Lise. Je vous en prie. Je me permets donc de m'adresser de nouveau donc, à Christophe et Jézaël. Je ne sais pas lequel prendra la parole. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'illustrer, si possible, à travers un exemple concret, donc type donc préparation opérationnelle à l'emploi ou dispositif de formation préalable à l'embauche, comment une TPE-PME peut sécuriser un recrutement en formant un candidat en amont et quels bénéfices peut-elle en retirer en termes d'intégration et de performance? On finit sur une belle question qui normalement devrait être assez positive. Effectivement, donc une TPE et une PME peut sécuriser son recrutement grâce à une POEI notamment, en formant un candidat avant son embauche pour l'adapter précisément au poste de travail qui est prévu. Concrètement, l'entreprise identifie un candidat motivé. Souvent, c'est comme le disait tout à l'heure Gézaël, il faut que ce soit les trois entreprises, que ce soit France Travail, Mission Locale, peu importe le sourcing, Proman et l'entreprise utilisatrice qui fassent les recrutements en commun. Ça permet de faire monter en compétences via une formation financée. Technique, que ce soit technique, sécurité, métier, peu importe, mais en lien avec Proman et l'OPCO. Comme le disait au préalable Gézaël, nous, notre métier, c'est de recruter et de former les gens. Donc, on a un budget formation. Alors, je ne vais pas dire qu'il est inépuisable, mais il est adapté effectivement pour répondre à des formations réglementaires, ça, on n'a pas le choix, mais aussi justement à des formations métiers. Et à ce moment-là, les bénéfices sont immédiats. Donc, les recrutements sont fiabilisés, c'est-à-dire le candidat qui est recruté en amont est formé, il arrive opérationnel sur le site du client ou chez le client dès le premier jour. C'est une intégration aussi accélérée parce qu'il connaît déjà l'environnement et les attentes du client puisqu'on fait des visites de poste. L'environnement de travail est très important aujourd'hui. Les gens, c'est normal, veulent savoir dans quel domaine ils vont travailler au quotidien, 8 heures par jour, si ce n'est plus, selon les métiers ou les activités. Et c'est une performance plus rapide. On s'aperçoit que les gens qui sont formés au préalable au poste sont plus productifs, il y a moins d'erreurs, plus d'autonomie. Et ça permet aussi de fidéliser, renforcer la collaboration avec l'entreprise. Le collaborateur se sent accompagné et valorisé. Donc, c'est plutôt une bonne solution pour réussir une intégration pour quelqu'un qui doit venir du jour au lendemain dans l'entreprise. Et puis, finalement aussi, on parle toujours argent, hein, évidemment, mais le coût est réduit pour l'entreprise puisque la formation préalable est largement prise en charge par Proman et son OPCO. Donc, c'est une opération blanche pour l'entreprise utilisatrice. Donc, ça, c'est que du pain béni, hein, excusez-moi l'expression, mais finalement, parce que l'entreprise n'a pas besoin de mettre la main à la poche. On prend le risque et nous, on l'assume. Et derrière, on a plutôt des belles réussites, comme peut l'expliquer Gézaël, puisqu'il a des exemples forcément à vous communiquer. Vas-y, Géza, je te laisse la parole. Je reprends le relais. C'est ce que je disais en préambule. On a deux types de financement possibles, des cofinancements. Et là, on parlait plus précisément de POI. Alors, POI, ça a été abordé à plusieurs reprises. Ce sont des acronymes. C'est la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Et on travaille cela en cofinancement avec France Travail. Nous avons des accords avec France Travail. On en a mobilisé sur le territoire national l'année dernière à peu près 555, me semble-t-il. Ça fonctionne bien. On travaille tous main dans la main. France Travail, l'entreprise utilisatrice, nous-mêmes, à la fois sur la co-construction du recrutement, sur la co-construction du parcours de formation. On parlait de compétences comportementales, on ne peut pas s'exonérer de les intégrer maintenant au contenu pédagogique. Donc,
tout ça est fait en lien. Depuis le 1er janvier 2026, France Travail, parce qu'on parlait de financement, France Travail peut financer jusqu'à 70% du coût pédagogique et Proman prendra le reste à charge, c'est-à-dire, je ne suis pas très bon en maths, mais les 30% du coût pédagogique restant. Donc, pour répondre à votre question, Alexandra, les entreprises qui sont autour de cette table virtuelle, à part l'implication au départ du projet et post-formation, la capacité à intégrer le collaborateur et le futur collaborateur formé, ça n'a aucun coût et aucun impact financier. C'est un investissement à la fois de France Travail et de Proman. Donc ça, c'est important de le signaler. Ça, c'est lorsque l'on est en capacité de travailler sur du cofinancement. On a aussi d'autres leviers de financement, à la fois sur des parcours de formation, parce qu'on parle de formation, mais on a peu parlé de formation tutorée et de formation en contrat de professionnalisation. Et ça peut être un levier important pour les entreprises que d'intégrer des collaborateurs en alternance, parce que ça leur permet de les faire monter en compétences à la fois sur le métier, mais aussi sur la culture de l'entreprise. Et on parlait de taux de transformation et de capacité à fidéliser les futurs collaborateurs. Ce schéma organisationnel en alternance, l'alternance, ça va de 6 mois à 36 mois, messieurs, dames, on a un taux de transformation qui est de plus de 80%. Quand Cyril parlait des POEI et du taux de transformation, et vous m'arrêtez Cyril si je dis des bêtises, qui était plutôt de 60 à 65%, le contrat de professionnalisation en alternance a un taux de transformation bien supérieur et qui peut être un levier supplémentaire de recrutement et de formation et d'intégration à l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Non, c'est très très clair, effectivement, et ça, je pense ça peut être un sujet, un prochain sujet d'un time to talk, justement. J'allais dire, c'est presque un sujet à part entière. Effectivement, parce que là, il y a aussi beaucoup à dire. Mais donc voilà, aujourd'hui, on a travaillé sur merci GSAL pour toute cette positivité et puis ces bonnes solutions, parce que voilà, on a pu faire le tour tous ensemble de toutes ces solutions. Et on finit donc justement sur les questions de professionnalisation qui sont aussi un vrai sujet. Donc voilà, bon, je suis obligée de respecter un temps parce qu'on a tous d'autres choses encore à faire dans la journée. Il est 12h35, on a respecté à peu près le timing. Donc il nous reste 5 minutes, 5 minutes pour moi, 5 minutes pour conclure. Pour vous remercier. Donc, il y en a, je sais, qui sont déjà partis. Donc, je tiens à tous vous remercier pour ce temps d'échange consacré à la formation et au recrutement, donc par le biais de ce Time to Talk. Un grand merci à tous nos intervenants, donc Xavier, Cyril, Christophe, Gisèle, et bien sûr Lise. Voilà, donc comme nous l'avons vu, les tensions sur le marché de l'emploi et l'évolution rapide des compétences ne doivent pas être subies, évidemment. Donc à nous d'être proactifs et de créer des petits échanges justement pour partager nos pratiques et les analyser et puis pouvoir trouver des solutions clés. Des dispositifs existent, des partenaires peuvent vous accompagner, comme on l'a vu avec l'APEC, avec France Travail, avec Proman, donc qui met les POEI et la formation au devant. Donc, qui peuvent nous donner des solutions adaptées aux TPE et aux PME qui sont mobilisables dès maintenant. Donc ça, c'est important. Hein. Donc tous ces partenaires, ces intervenants peuvent apporter un accompagnement concret tout de suite. Et ça, c'est vraiment très important. Donc aujourd'hui, l'enjeu est clair. Donc c'est anticiper, former et sécuriser pour transformer vos défis RH en levier de performance durable. Voilà, parce que c'est un défi, mais un défi réaliste et réalisable. Et donc la CPME 13 reste pleinement mobilisée pour vous accompagner dans ces transitions et vous proposer des formats concrets d'échange et de mise en réseau. D'ailleurs, donc le prochain, ce sera le mardi 17 mars à Marseille. Donc, nous vous donnons rendez-vous, je prends mon petit papier, nous vous donnons rendez-vous pour le hors-série des réseaux, donc l'entreprise, un univers connecté.
donc qui sera un événement dédié aux enjeux numériques des TPE et PME. Aujourd'hui, c'est pareil, un vrai sujet, un petit peu comme tout ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Et la date suivante, ce sera le mercredi 26 mars à Marseille, chez FreePro, donc où vous pourrez nous retrouver pour un apéro business, un moment convivial pour développer votre réseau, créer de nouvelles synergies et pourquoi pas de nouvelles opportunités, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, donc les liens d'inscription vous seront transmis dans le mail de remerciement que vous recevrez dans la journée. Merci encore pour votre présence, pour votre participation et votre engagement. Et je vous dis, pardon, j'ai mon téléphone qui sonne, à très bientôt lors de nos prochains rendez-vous CPME 13. Et j'ai été ravie d'animer cette séance Time to Talk. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Avec plaisir, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.